Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, version numéro 130. Rendez-vous habituel. On vous remercie encore une fois d'être présent en notre compagnie, que ce soit par l'intermédiaire de vos oreilles, mais désormais également de vos yeux. Vous le verrez, c'est quelque chose que l'on pourrait pérenniser au fil des semaines. Ça, c'est peut-être la petite surprise du mois de décembre. Comme d'habitude, cette émission avec Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir patron. C'est gentil. Bonsoir Christian Ponty. Salut Lucas. Ouais, lui, il est beaucoup moins respectueux tout de suite. On sent tout de suite la différence. Émission 130, donc comme d'habitude, on va reprendre nos rubriques, peut-être dans un ordre différent. Il y aura bien sûr nos casques, il y aura bien entendu les numéros de maillot d'ici quelques instants. On parlera aussi un petit peu de Christian Von Velde avec un petit duel par rapport à certaines déclarations que celui-ci a faites après son licenciement du côté d'Ajoie. Et puis nous parlerons également beaucoup de Yann Cadieux qui n'est pas forcément dans une position très favorable aujourd'hui, un peu à l'instar, vous êtes d'accord messieurs, de Luca Gianninazzi du côté de Lugano. On en parle d'ici quelques instants. On ouvre comme d'habitude cette émission avec nos numéros. Numéro 30 aujourd'hui, puisque émission 130, moi je lance tout de suite les débats avec Mario Brodman, bien entendu. Ne me dites pas qu'il est fribourgeois, je le sais, mais c'est un petit peu... Et Grison de quoi? Et Grison également, mais j'essaie toujours de vous mettre un petit peu la sensibilité fribourgeoise. Vous avez fait un suivi avec Chalère. Oui, c'est ça, absolument. D'accord. Et après, il faudra que je trouve un 31. 31 qui jouait avec les deux Russes. Voilà, c'est ça. Enfin bref, absolument. Effectivement, Mario Brodman qui a joué avec les deux Russes, il leur doit sans doute aussi un petit peu sa sélection pour les Jeux Olympiques de 1992. C'était à Albertville. Belle expérience d'ailleurs. Et aujourd'hui, il a 58 ans et je crois qu'il est un petit peu dans l'aménagement intérieur, dans les cuisines, les baignoires, etc., etc. Enfin voilà, j'avais envie... Il faut l'inviter pour notre plateau là. Voilà, il pourra peut-être aménager le plateau. On ira plus vite. Pourquoi vous voulez une cuisine à l'arrière? On ira plus vite. Bon, exactement, ça ira plus vite que nous parce qu'alors, l'huile de coude, j'ai vu ces messieurs travailler, on voit que vous êtes des bosseurs. Moi, inspecteur des travaux finis comme d'habitude. Ça c'était mon numéro 30, Mario Brodman qui continue. Vas-y Christian. Allez Christian. Ok, moi numéro 30. Alors moi il y a un numéro qui s'imposait pour moi pour plein de raisons. C'est Olivier Anken, petit Morgien, petit Little Big Man comme je disais, 1m65, comme je l'ai souvent dit, quand tu fais 1m65 aujourd'hui tu fais jockey. Lui il a réussi à être 3 fois champion suisse avec Bienne. Il a été plein de fois en équipe de Suisse. Comme j'ai dit, c'est un Morgien. Son père était président à Morges. Et il y a aussi, on ne le sait pas forcément, il a fait une Coupe Spengler avec Lugano. Ça, c'est pour dire que c'était un gars plutôt doué. Et il a aussi un haut fait dans sa carrière, c'est qu'il a été élu au All-Star Game meilleur gardien des championnats du monde du groupe B en 84-85 quand ils sont montés. Donc voilà, et puis peut-être préciser une autre chose, il a joué à l'époque où le papillon n'existait pas, donc ça veut dire qu'on jouait le bateau, donc autant dire que c'était plus que physique, surtout quand on faisait 1m65. Donc c'était vraiment un gars incroyable en plus. Bon alors, à titre personnel, mon oncle était un petit peu lié, quand il est arrivé très jeune, il s'est occupé de lui. Donc voilà, et puis dernière chose, qui aime pas mal aussi, il a terminé sa carrière lors d'un match contre la relégation contre Holton, lors d'une série au tir au but insoutenable. Et il a arrêté le dernier penalty et en fait il a fait un plongeon digne de Bobby Orr. C'était juste incroyable. Donc il a fini sa carrière au Sommet HC bien. Donc c'est juste pour dire, et en plus c'est un gars hyper sympa qui vient volontiers sur tous les plateaux. D'ailleurs Olivier Anken, vous retrouverez dans le cadre de la promotion des prochains championnats du monde en Suisse, puisqu'il a participé notamment à un tournage vidéo avec Pascal Chalère, avec Slava Bikov, et avec d'autres stars du hockey suisse. Laurent Perroton, votre numéro 3. Alors moi je vais partir en NHL, évidemment Martin Brodeur, qui nous a tous impressionnés. Il avait un style de jeu hybride, et surtout sa caractéristique c'est qu'il analysait les shoots. Et il se rappelait de chaque shooter, en fait, des caractéristiques, shooter en bas, mi-hauteur, en haut. Donc ça, c'était une grande force. Il a gagné la Stanley Cup plusieurs fois. Il a gagné 4 fois le trophée Vezina. Donc c'est vous dire un petit peu la qualité du gardien. Et souvent, gagner le trophée Vezina alors que son équipe ne gagnait pas la Stanley Cup. Donc ça, c'est fort. Après, il y a Ed Belfour, tout le monde se rappelle. Et Chris Osgood, c'est les 3 gardiens qui m'ont marqué. Toujours des gardiens. Et puis, dans le championnat suisse, on a Juvonen d'Ambri Piotta. Wüttrich de Berne, Keller à Lausanne,
Giannoni à Zug, évidemment. Et puis Rubec à Zurich. Donc encore des sacrés gardiens. C'est vraiment un numéro de gardien. Voilà, c'était donc nos numéros 30 de cette semaine prochaine. Eh bien, lancez-vous dans vos archives. Est-ce que comme ça, à brûle pour point, numéro 31 vous vient à l'esprit tout de suite? Pas du tout. C'est un numéro qui est assez compliqué, Assez rare ouais, justement. vraiment. Je me réjouis. Dans les gardiens aussi. J'avoue, ouais, c'est pas simple. Je me réjouis de voir le fruit de vos recherches. Merci, messieurs. On passe immédiatement à notre rubrique suivante. En fait, plus qu'une rubrique, c'est un petit peu l'actualité qui nous pousse à parler un peu avant l'heure, puisqu'on reparlera bien sûr de Genève Servette tout à l'heure lorsque nous ferons l'analyse de tous les clubs, mais qui nous pousse un petit peu à parler de Yann Cadieux. Il faut dire que le débat a été amorcé voici quelques jours, notamment dans certains médias, pour savoir si Yann Cadieux est encore à sa place à Genève et aura encore sa place à l'avenir à Genève. Alors, on va reposer simplement la question. Moi, ça m'intéresse de savoir si Yann Cadieux sera encore genevois la saison prochaine. Laurent Perroton. Alors déjà, on va faire un petit historique, mais il a quand même gagné le championnat. Ensuite, il a gagné la Ligue des Champions. Il a une saison compliquée en championnat l'année dernière. Cette année, c'est la même chose. Mais je dirais que, je ne vais pas employer le mot, mais on dit souvent de Didier Deschamps donc là, c'est un peu le cas. Parce qu'il a les 2 matchs coup près contre Lausanne en CHL, il les gagne 12-4. Et là, il gagne du temps. Et ça commençait à être compliqué. Il y avait nombreuses défaites à domicile. Ils vont jouer à Langnau. Ils perdent 4-1 à la 50, de De Gaulle à la 53e. Ils égalisent sur une erreur de Charlin inhabituelle qui dégage dans Granlund. Ça amène l'égalisation et la victoire. Et puis là, le dernier match contre Ambry, 4-0, j'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer, je recevais des messages, il faut faire quelque chose avec Genève, etc. Et finalement, il y a cette pénalité un peu sévère de 5 minutes qui amène le 4-1, le 4-2, et puis finalement, il remporte le match. Donc, pour vous dire que la carrière d'un coach, des fois, tient un fil. Et finalement, je pense que s'ils avaient voulu signer Cadieux l'année prochaine, il aurait déjà eu les discussions, il n'en a eu aucune et ça aurait déjà été fait. Maintenant, dans le profil, changer cette année pour prendre qui est libre sur le marché, qui peut faire mieux. Non, mais oui, évidemment, mais on sait qu'il y a quelqu'un à Fribourg qui a été licencié, évidemment. Mais est-ce que c'est le profil qui correspond à l'équipe? Voilà. Moi, j'ai bien aimé ces déclarations. Parce qu'il reste dans l'humilité, c'est-à-dire, oui, je réfléchis à ce que j'ai fait de faux quand il y avait 4-0, etc. Et ça, c'est de la communication, mais c'est bien de le dire. Et finalement, je crois qu'il s'en est sorti brillamment parce que entre la série contre Lausanne qui jouait très très bien au hockey en CHL, tu es vainqueur, tu te fais sortir lors d'un derby en 8e, là ça commence vraiment à trembler. Et puis les 2 matchs où là c'est beaucoup de réussite, mais finalement il en faut dans la carrière d'un coach. Et pour l'instant, moi je pense qu'il est toujours d'actualité à Genève. Alors, puis qui pour remplacer Yann Cadieux? J'aurai un nom à vous donner dans un instant. On va écouter Christian Ponty. Bon, déjà, premièrement, il ne faut quand même pas oublier une chose toute bête, mais Cadieux, il est champion suisse et champion d'Europe. C'est très compliqué de se départir d'une personne qui a un palmarès comme ça. Et il y a aussi il y a l'aspect des joueurs, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect public. C'est quelqu'un de populaire parce qu'il a gagné, tout simplement. Donc ça, c'est déjà, au terme de choix par rapport au directoire, c'est pas un truc simple. Après, c'est sûr que si on prend spécialement les importés, il y a beaucoup de Finlandais, donc on pourrait penser plutôt à un type scandinave pour le remplacer. Mais moi, je ne suis pas sûr que pour l'instant, ils aient la solution. Et puis après, oui, alors... il s'en sort toujours un petit peu, mais par contre, l'équipe décolle pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une ligne qui tourne pour l'instant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu es très tributaire des joueurs qui vont bien jouer un moment, moins bien jouer un moment. Après, c'est un entraîneur qui a un style qui est peut-être assez directif et qui peut user les joueurs. Donc, il a été très performant, mais en même temps, dans quel état mental et physique. Ouais, et puis dans quel état mental les joueurs sont par rapport à l'entraîneur. C'est ça. Mais je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Il est plus populaire. Il est plus populaire au niveau du public, il est populaire au niveau du board, et le directeur sportif est par rapport au résultat qu'il y a eu, est coincé par rapport à ça, et il a le board. Il est populaire au niveau du board, au niveau des fans. Je lis des choses, je peux te dire que je trouve ça très très dur. Peut-être, mais
comme on dit, comme ils disent à Marseille, les premiers à jamais. Ouais. Ils ont gagné la Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Et Mais- ça, on ne pourra pas lui enlever. Et il y a des gens qui se souviennent de ça. Maintenant, on ne peut pas plaire à tout le monde, on sait très bien. Moi, je suis plus inquiet par l'usure du discours d'un entraîneur. Alors attendez, quand vous dites pas plaire à tout le monde, on peut parler des dirigeants, on peut parler du public, mais il faut aussi Pas des parler joueurs. des joueurs, c'est ça. Pas des joueurs. Et là, j'ai l'impression que les Je joueurs, pense ils ont que c'est un quand même- entraîneur ils ont usant. quand même un rôle clé. Alors justement, je vais vous donner maintenant le nom Ouais. auquel je pense. Ouais. Je l'ai évoqué vaguement tout à l'heure. Imaginez. Aujourd'hui, les joueurs se plaignent souvent que, ça c'est la nouvelle génération, les coachs un peu trop durs, on bosse un peu, laissez-moi finir, les coachs un peu durs, on bosse un peu trop, etc. Et vous avez un coach aujourd'hui, en dehors de Genève, qui est donc à Lugano, qui aujourd'hui, lui, écoute beaucoup ses joueurs, est très à l'écoute de ses joueurs, mais visiblement, là, les résultats actuellement ne suivent pas. Et les dirigeants, semble-t-il, sont en train gentiment de regarder à le remplacer. Je m'avance déjà sur mon casque de plomb de tout à l'heure. Eh ben moi j'ai une proposition à faire. Puisque on aime bien les entraîneurs désormais qui vont un petit peu dans le sens du poil des joueurs, moi je vous proposerais de remplacer Yann Cadieux par Luca Gianninazzi, qui a déjà fait quand même ses preuves. Je veux dire, même s'il a une petite expérience, il sait gérer un groupe. Et puis vous envoyez Yann Cadieux, retour au Tessin pour Yann Cadieux qui est un dur, et comme ça il va apprendre aux joueurs du HC Lugano à se faire un petit peu plus mal quand même. Ce serait une solution. Et puis vous avez toujours Christian Dubé évidemment qui est dans le coup. Bah alors, Luca, c'était un choix de cœur et un choix politique par rapport à la région. Donc je ne vois pas l'intérêt de prendre Luca à Genève alors que vous avez Yorick Trey. Ça, c'est le premier point. C'est un fait. Et Yorick Trey a plus d'expérience que Luca. Ça ne fait pas le vrai changement, puisque Yorick Trey est déjà... Ouais, ça ne fait pas le vrai changement, mais des fois, il faut juste un changement d'homme, pas un vrai changement d'ordre tactique. Là, c'est plutôt une usure mentale et physique. C'est pas ça à Fribourg. Vous n'avez pas tellement assistant. Ouais, mais c'est très particulier. C'est pas du tout la même personnalité, mais après, pour revenir à Luca rapidement, Dubé, j'ai eu un journaliste hier au Tessin, il est pressenti, notamment avec la défaite d'hier. Et vous savez ce qu'il y a comme match samedi soir? Lugano-Fribourg. Ouais. Donc ça serait aussi une entrée en matière. Donc voilà, je sais que Dubé a eu des contacts aussi avec Genève et ça n'a pas plu au board. Donc ouais, et puis moi, il y a un autre fait. Moi, je ne crois pas une seconde à un Cadieux du côté de Lugano parce que justement, ils sont départis d'un entraîneur très dur, Chris Maxorley, et puis c'est quelqu'un de dur. Et moi, je pense justement, pas que ça... mais peut-être que c'est ce que Lugano a besoin. Oui, mais vous avez vu les résultats, c'est encore pire qu'avec Gianninazzi. Hein. Gianninazzi, il n'a pas fait que des choses pas bien. Il est dans un mauvais trip, mais est-ce que c'est pas seulement lui? On en parlera après, mais je veux dire, en tout cas, moi, je ne crois pas une seconde que je ne vois pas Cadieux diriger avec des gars comme Muller et compagnie qui n'aimaient pas justement cette espèce de directoire à poigne. Donc, moi, j'y crois pas. Mais moi, j'ai aussi entendu d'autres choses, chacun ses échos. Du côté de Cadieux par rapport au fait à la fédération. Hein. J'ai aussi entendu qu'éventuellement il pouvait être pressenti là-bas. Je ne sais pas si c'est comme Gianninazzi d'ailleurs, qui est un, un candidat pour à peu près tous les postes possibles et imaginables. Non mais Luca, il est issu du monde fédéral, donc il est poussé par la fédération. Après, moi j'y travaille, c'est des rumeurs qui sont fausses, notamment Cadieux. Ouais, okay. Donc, voilà. Donc, pour décevoir un tout petit peu les supporters qui m'ont aussi abordé et qui m'ont dit tiens, on rêve de ça, même avant la fin de la saison, actuellement, pour secouer les deux équipes, un échange Cadieux, Gianninazzi, impossible. Et puis surtout, pour répondre aux supporters, ils étaient tous énervés à 4-0 et puis ils ont gagné le match. Donc, la morale de cette histoire, c'est que le hockey, tout peut changer très vite. Ouais, et puis bon, ils ont une grosse semaine. 4 matchs. C'est ça, on y reviendra après. À la fin de la semaine. C'est la même chose, si tu gagnes 4 matchs, tout d'un coup, on n'a plus le même discours. Exactement. Bon, messieurs, voilà donc pour ce qu'on a considéré comme étant notre info du jour de la semaine. En fait, toute cette situation autour de Genève Servette qui n'est pas prête d'être éclaircie apparemment. Moi, parce que. Je voulais juste rajouter un truc. Parce qu'on parle d'infos de la semaine, pour moi, une des infos très importantes, parce qu'on n'en parlera pas plus tard, c'est le départ de Dan Tangnes. Ah, bien sûr, c'est vrai. Et avant, parce qu'il avait un contrat jusqu'à. Ouais, mais il a réussi à se mettre d'accord et puis signer ailleurs. Et puis c'est un choix familial. Mais, oui. Mais je pense que c'est un choix d'usure, 7 ans. C'est un choix d'usure, mais vraiment, j'ai écouté son interview. C'est vraiment, il explique que vraiment, il a vraiment du mal au quotidien à pas avoir la famille, quoi. Ça, ouais. Et je pense que, mais du côté des joueurs, on est assez triste de voir son départ. Donc ça veut dire que c'est un grand coach parce que sur la durée, gagner des titres et puis que les coachs que les joueurs te regrettent, c'est quand même. Moi, j'aime
bien dire qu'il y a un peu du Jürgen Klopp Ouais. en Tantang. Exact, C'est exact. un gars regardez les discours qu'il a fait avec les champions, il avait les larmes aux yeux. C'est ça. En tout cas, le poste à Zoug est très convoité. Pas plus tard qu'hier, je recevais, je ne vais pas donner le nom évidemment, mais je recevais un message de quelqu'un du milieu du hockey qui me demandait les coordonnées du directeur technique de Zoug. Donc c'est un gars qui habite vers Voilà, Fribourg. donc je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Serge, si tu nous écoutes. C'était pas Serge. Non, c'était pas Serge Pelletier, qu'on salue d'ailleurs au passage. Messieurs, casque d'or et casque de plomb, c'est parti. Laurent Perroton. Ok, alors moi je vais avec mon casque d'or à Jonio Ortio. C'est gardien d'Assat à propos de l'inflation des gardiens due à la nouvelle expansion de la Ligue finlandaise. Ok, toujours sans retour de promotion-relégation. Et ça pour lui c'est un vrai problème. Je le cite. Pour quelques bières vendues en plus, je pense que quelques personnes intelligentes, c'est un peu sarcastique, décideront et nous les joueurs nous jouerons. Mais cela n'a pas de sens. Il y a beaucoup de bons joueurs dans la Ligue, mais encore pas assez pour que cela ait un sens d'avoir 16 équipes. Aujourd'hui, on est à 14 en Suisse, et moi, je reste persuadé qu'on a trouvé le bon timing finalement, parce que Ajoie commence à monter en puissance au fur et à mesure des années, et qu'une promotion-relégation, ça reste quand même une ligne ouverte. Il y a un projet en Valais. Si la Ligue elle est fermée, il y a les investisseurs, il y a plus d'intérêt de développer le hockey. Donc une promotion-relégation, dans l'éthique du sport, je trouve que c'est une bonne chose. Mais lui, ce qu'il dit, et je le rejoins et je lui donne mon casque d'or, c'est qu'à un moment donné, les décideurs, il faut qu'ils réfléchissent. Un tout petit pays comme la Finlande, avec tous les joueurs qui partent dans les meilleurs championnats européens, en NHL, et les peu de joueurs qui restent dans le championnat, avoir 16 équipes, c'est un championnat à 3 vitesses. Et ça, c'est pas bon pour le sponsoring, c'est pas bon pour les fans, c'est pas bon pour le hockey finlandais. Donc voilà pourquoi je lui donne mon casque d'or. Merci Laurent. Le casque d'or de Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, je le donne suite à l'actualité d'hier soir et pas seulement au courage et à la philosophie du HCBN qui fait confiance aux jeunes. Et puis, je pense aussi que là aussi, il n'y a pas d'erreur de casting, pas 2 fois de suite. Martikainen, ça n'a pas marché, bien que on oublie des fois qu'un Berchi, il a été mis en valeur avec un Artikainen, il avait ses têtes. Mais Philander, franchement, chapeau. Mais c'est pas seulement Philander. Je crois que ça vient aussi de derrière. Stone et Forster, ils sont aussi pour quelque chose. L'assistant aussi. Voilà ce qu'on a vu hier soir. Après, ce que je vais dire aussi, c'est que typiquement, nous, on était tous épatés de voir un gars de 15 ans, ok, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que ça arrive. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays scandinaves, c'est fréquent d'avoir des gars de 17, 18 ans. Et en fait, c'est aussi pour ça, et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, parce que moi, je me rappelle d'une époque pas si lointaine, que si tu n'étais pas au minimum un gars de 21, 22 ans qui était allé dans une ligue à l'étranger, machin, tu avais 0 chance. Bien est en train de prouver que malgré le fait que tu joues en junior elite, que ok, les junior elite, c'est pas le top, mais c'est aussi une question de faire confiance et de développer. Je rappelle que Bien, dans toutes les catégories, depuis une dizaine d'années, sont quasiment tout le temps champions, vice-champions. Ça se joue avec Zurich, c'est les meilleurs 2 Moju. U15, U17, U20. Et voilà. Et quelles sont les 2 équipes qui mettent des jeunes? Parce que même Zurich met des jeunes. On oublie, mais... Hier soir, il y en avait un qui a fait une belle assist. Donc moi, je dis total respect pour ce que Bien fait. Et puis, ça doit servir d'exemple à plein d'autres clubs. Mais ce qu'on a vu hier soir, c'était un échantillonnage. Et ce que j'adore, c'est que finalement, chaque fois qu'il y a une station compliquée, ils sortent un lapin du chapeau. Et hier soir, il avait 15 ans. Bon, merci Christian Ponty qui m'a enlevé le pain de la bouche, puisqu'en fait, je voulais parler de Martin Philander, et vous avez à peu près développé ce que j'avais envie de déclarer par rapport au HC Bienne. Donc voilà, on a gagné 2 contre 1 face à Perroton. Non, je rigole Laurent. Allez, pour me faire pardonner, vous allez enchaîner avec le casque de plomb. Ouais, alors mon casque de plomb au Lausanne Hockey Club. Non. Et oui, moi j'adore cette équipe, j'adore comment ils jouent, j'adore ce que Ward a apporté avec Anderson, les joueurs qui ont été les nouveaux joueurs, les joueurs étrangers, mais j'ai détesté le traitement de la Ligue des Champions. Alors je vais développer pourquoi. En fait, en 8e de la Ligue des Champions, tu perds 12-4, 0-5 à la maison. 7-4 avec un match scandaleux au Vernet avec une glace. Là, on pourrait mettre vraiment un casque de plomb sur la glace ce jour-là au Vernet. Mais surtout, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu mets tous tes meilleurs éléments. Tu fais le maximum. Tu finis 3e la Champions League lors de la saison régulière, on va dire. Tu vas gagner à Bremerhaven, tu vas gagner à Tampere, tu gagnes en Hongrie, tu vas gagner tu gagnes à Tampere à domicile à l'extérieur. Tu joues très très bien. Tu es classé 3e. Et puis, tu te fais éliminer. Surtout, dans le timing, il y a aussi le fait que on décale les matchs. Tu as l'avantage de la glace, mais comme ils ont
prévu de faire le repas de soutien. Sportivement, je trouve ça quand même moyen de ne pas prévoir une possible qualification. Et moi, pourquoi je mets un casque de plomb? Parce que tu peux te permettre de dire, il n'y a que le championnat qui nous intéresse, mais quand tu as gagné des choses, tu n'as rien gagné en Coupe Suisse, tu as gagné avec la Spengler, tu n'as pas gagné le championnat et tu n'as pas gagné la CHL. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est, on parle de blessés aujourd'hui, mais on a mis beaucoup d'investissements dans cette Ligue des Champions et j'ai vu tous les matchs du Lausanne en Ligue des Champions, j'ai adoré. Et si j'avais pu faire un pari, moi je les voyais au minimum dans le carré final. Et je pensais qu'ils avaient une équipe pour gagner cette année la Ligue des Champions. Dans leur qualité de jeu, dans la façon de jouer, dans leur intensité, dans l'effectif, etc. Et j'étais extrêmement déçu en fait de voir que finalement on l'a bradé et c'est pas Genève qui a été exceptionnel. C'est vraiment Lausanne qui a vraiment très très mal joué. Et je pense pas que les joueurs ont pu la brader comme ça. Mais moi quand j'entends le discours où on me dit oui c'est pas important, bah oui c'est pas important mais quand tu as gagné quoi. Quand tu as gagné des trophées, quand tu n'en as pas gagné, tout est important. Voilà mon casque de plomb. Casque de plomb donc pour Laurent Perroton, le Lausanne Hockey Club, Christian Ponty. Moi, je sais bien puisqu'on est avec vos clubs favoris. Non, c'est pas mon cas. Non, moi mon casque de plomb, je le donne au HC Lugano. Parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Si on regarde l'effectif, nous on les a vus jouer avec Laurent contre Lausanne, et franchement c'est une belle mécanique. Et il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne par rond. Avec les goalies. Bon, alors déjà, oui, alors. Parce que, bon, maintenant, c'est sûr que quand ça ne va pas, on tire sur l'ambulance. On est les premiers à dire des fois ça. C'est vrai, ils n'ont pas été épargnés par les blessés. Entre justement les gardiens, Van Pottelberg s'est blessé. Il y a Turkov. Schlegel qui a alterné les blessures et les retours. De toute façon, les gardiens, ça n'a pas été. Puis après, ils ont pas été heureux parce qu'ils ont pris un gardien étranger, mais ce n'était pas terrible. Non. Après, évidemment, on se pose la question, comme tout le monde de Gianni a dit, est-ce qu'il a encore son vestiaire? Est-ce que l'équipe joue encore pour lui? Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est qu'au début, c'était un changement tellement radical par rapport à Max Hurley que je pense que ça a donné un peu d'air frais aux gens. Après, tu as l'usure du discours et tu as aussi la jeunesse de la personne, c'est vrai. C'est pas un rôle simple qu'il a. Donc, effectivement, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que peut-être que Gianni Nadi fait plus l'affaire, mais en tout cas, ce que je vois sur la glace, c'est insuffisant, clairement. Et puis, quand je dis insuffisant, perdre contre Langnau, tu peux, il n'y a pas de problème, mais pas de cette manière-là. Je pense qu'ils sont en courant alternatif. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur niveau. Donc, je pense qu'actuellement, ce début de saison, il est totalement indigne de l'effectif parce qu'ils ont quand même une grosse équipe et ça joue fort. Donc, évidemment que Gianni Nadi risque de faire les frais. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que par rapport aux forces en présence, et je pense que le recrutement a été plutôt intelligent, ce Lugano mérite un... Juste répondre rapidement, ils ont pour moi un trop gros déséquilibre avec les blessures entre la qualité offensive et la qualité défensive, les gros défenseurs qui sont blessés ou qui ont été blessés, et la qualité des gardiens. C'est-à-dire que en fait déjà la qualité de la première passe, elle n'est pas là. Il y a beaucoup et puis il y a des joueurs qui travaillent plus. Carr, Joly, Turkov, faut que ça retrouve la ligne offensive, mais voilà, il y a un trop gros déséquilibre entre l'arrière-garde et l'offensive. Mais cette ligne a beaucoup caché des choses l'année passée. Exactement. Vous êtes sur planethockey.com, c'est le premier bloc. On se retrouve d'ici quelques instants. Pour la deuxième partie de cette émission, début du deuxième tiers-temps, en quelque sorte de ce premier bloc numéro 130, toujours en compagnie de Laurent Perroton et de Christian Ponty. Nous allons maintenant véritablement parler de l'actualité des clubs. Des clubs qui sont en reprise, certains qui sont un petit peu, on va pas dire en chute libre, mais qui commencent à trembler un peu. Et puis tout à l'heure, nous aurons un duel concernant Christian Volvent. On va continuer donc avec les clubs. Et Ajoie, on y va. Ajoie, franchement, c'est une équipe, depuis l'arrivée de Greg Highland, qui fait de bons résultats. Avant. C'est Vauclair qui a lancé. Après Volven. Imaginons, effaçons les premiers matchs de la saison. Vous avez Vauclair et Highland qui font le travail en commun. Ajoie est au milieu du classement. Non, peut-être pas milieu, mais peut-être aller chercher une 10e place. Mais ils sont dans la course. Ouais, mais c'est surtout les transferts. On a été chercher défenseur finlandais en défense.
Est-ce que c'est signe qu'il y a de Bellemare. l'argent à Port-Rentruy? Non, mais je crois qu'on a été intelligent. On a été intelligent dans les transferts. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, on a cherché un attaquant supplémentaire. Ça a rééquilibré les paires, les trios. On a 2 excellents trios avec la ligne à Bellemare et puis la ligne à De Vos et Turkolainen. Ensuite, on a en défense TJ Brennan qui est en tribune. Et surtout dans l'équilibre des lignes. On a Pedretti qui a un rôle différent mais qui joue certaines situations. On a en défense un offensif et un défensif avec pas mal de responsabilités sur les joueurs suisses. Et ce qui a vraiment changé, c'est au niveau un Bellemare a amené du leadership et gagné pas mal d'engagement. Il est à 63%, c'est énorme en National League. Et le niveau des gardiens. Le niveau des gardiens a monté, mais pourquoi? Parce que les paires de défense sont beaucoup plus équilibrées, tout le monde joue un système commun et ils ont moins de travail trop compliqué sur des 2e, 3e, 4e pucks. Et ce qui fait la différence, mais ils ont fait une très belle semaine. Hein. Je mets mes lunettes, mais on a 2-1 contre Z. Ouais, on a gagné à Zurich et puis on a perdu 4-3 à Davos. Et ce qui a changé, et ce qui m'a beaucoup plu à Davos, c'est le fait que tu prennes 3-0 puis que tu reviennes dans la partie. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Et puis franchement, moi je trouve les lignes très, très équilibrées. Donc même si c'est une équipe de bas de tableau, ils vont gagner des matchs et ça de nouveau rééquilibre le championnat. Donc on a le public qui est de nouveau en train de pousser derrière. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Moi je trouve ce qui a changé numéro 1 à Ajoie, c'est le mindset. Ça veut dire qu'avant, il y avait une équipe qui tirait son spleen. Et c'est vrai que Vauclair, il a recadré tout le monde. Et on dirait qu'ils ont retrouvé un peu le sourire et l'envie de jouer. Alors c'est sûr qu'après, il y a des éléments importants comme Anka qui a amené quelque chose. Anka, ouais. Mais là aussi, c'est quelque chose d'intelligent parce qu'il a amené ce qu'il n'y avait pas justement en défense, que TJ n'amenait pas. Et puis après, alors Bellemare, c'est un petit peu la cerise sur le sundae parce que quelque part, en termes de leadership, c'est exactement ce qu'il avait besoin. C'est un gars qui baisse jamais la tête. Et je pense que ça va les aider grandement. Après, je pense aussi qu'il a su quand même faire cette fameuse première ligne Aslen Turkolainen. Enfin, pour moi. Puis un pipi, un gros pipi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a su ressusciter De Vos parce que De Vos met des goals, mais parce qu'il est tellement bien servi. Et puis, la complémentarité, enfin, ce sont des duos. C'est très rare d'avoir des trios. Et là, on a vraiment un trio. Alors oui, il s'exprime beaucoup sur le powerplay, mais pas seulement. Et puis finalement, c'est un peu la formule gagnante d'Ajoie par rapport aux moyens en question. Puis bon, Turkolainen, je veux dire, moi je me dis franchement, si j'étais à Lausanne ou Genève, je ne sais pas ce qu'il y a, je m'y intéresserais parce que c'est vraiment un gars qui a un potentiel exceptionnel. Et j'ai envie de dire, ça c'est vraiment pour dire. C'est un potentiel exceptionnel dans notre championnat. Voilà, peut-être. Mais bien sûr, parce que notre championnat, il n'est pas hyper physique. Il a fallu du temps pour qu'ils arrivent. Oui, bien sûr, mais il faut trouver les joueurs. Mais je rebondis, tu as parlé de la mentalité, le sourire revenir, mais le mindset. Mais moi, je trouve qu'avant de trouver le mindset, ils ont trouvé la complémentarité tactique. C'est-à-dire des duos, des trios, pour avoir une cohérence sur la glace à 5 contre 5 déjà. Et ce qui a fait que tu as fait des points et le mindset revient. Et je crois que là où il a été bon, Vauclair, c'est qu'il a relancé des gens. Il a changé un peu ses trios, ses duos, et il a relancé ses gardiens et ça a amené ses résultats. Il a relancé ses gardiens selon le principe de la main chaude. Et je pense que c'était très clair. J'ai l'impression que c'était plus établi. Et quelque part, c'est peut-être ce que les gardiens avaient besoin aussi. De leur dire, ok, c'est toi qui es chaud, vas-y, je te fais confiance. Et c'est pas si tu, on mettra. J'ai l'impression que. Et Kant s'y est retrouvé quand même, vraiment. Parce que Kant, il était moyen. Mais Tchatcho, il avait fait des matchs. Et d'ailleurs, justement, au début, on a dit, Kant, c'est le nouveau numéro 1. Tchatcho, il a aligné de nouveau 2 matchs et très bon aussi. Mais je pense aussi que c'est vrai que défensivement, il joue mieux. Et puis, je pense qu'il y a des gars comme Pilet et compagnie qui ont un rôle très important. C'est des défenseurs purement défensifs, mais il n'y en avait pas. Pilet, Thierry, quand tu les mets sur la glace, c'est comme quand il y avait Sgragen. À un moment donné, ils ne vont pas faire du spectacle, mais ils te fracassent. Ouais. Et puis ça, tu as besoin, surtout quand tu joues à domicile. C'est ça, exact. Et puis, comme dit Ngoy, la discipline, c'est pas une question de talent. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de donner envie aux gars de jouer discipliné pour toi. Et ça, c'est quand même clé. Mais je pense qu'Irlande, c'est un bon plan.
Justement, Ireland, c'est très intéressant. Surtout qu'il a signé jusqu'à la fin de la saison. Et qu'il a succédé donc à Vauclair, qui lui-même a succédé à Christian Volven. Je change en fait juste l'ordonnance de l'émission, parce que puisqu'on parle d'Ajoie, on va passer tout de suite au duel, messieurs, c'est une grande nouveauté. Si vous êtes donc du coup, vous nous faites changer nos feuilles. Je vous fais changer vos notes, je vous fais bosser. D'accord. Et ça, c'est l'effet surprise, comme on dit. Okay. Alors, en fait, je vais vous accorder à chacun 2 minutes. Ok. Sur une thématique qui s'appelle Christian Volven. Vous pouvez en quelques mots rappeler ce que celui-ci a dit au sujet du HC Moi, j'ai la déclaration exacte. J'ai plus la flamme qu'avant, car je suis dans une situation à Holton où je vois un potentiel qui n'est pas exploité. Salut Gary. C'était différent avec Ajoie, où je savais que nous serions de toute façon derniers, et tout au plus, si ça se passait parfaitement, peut-être avant-dernier. Avec le temps, c'est frustrant. Il a fait une phrase beaucoup plus courte, si jamais Laurent. Il a dit j'ai davantage la flamme à Holton qu'à Ajoie. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est ça. Oui, non, mais moi j'ai résumé. En fait, moi j'ai lu l'article. Ouais, mais la phrase. Alors, avant de vous écharper tout de suite, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais finalement, il y a des sujets où vous allez sans doute partager l'opinion, ou peut-être pas. Alors, tirage au sort complet. Quelqu'un d'entre vous doit être d'accord avec Christian Volven pour cette déclaration, pour sa déclaration, et quelqu'un contre sa déclaration. Alors, suspense. Laurent Perroton, vous êtes pour sa déclaration, et Christian Ponty, vous êtes contre sa déclaration. Alors, Christian Ponty, vous commencez, vous avez 2 minutes chrono, c'est parti. Ok. Donc moi je suis contre parce que c'est profondément irrespectueux par rapport à Ajoie. On ne fait pas ça. Et puis pour moi c'est l'équivalent de cracher dans la soupe. Surtout qu'il connaissait le deal depuis le début. Donc je trouve que c'est pas correct de faire ça. En plus il a parlé de deal. Donc ce que je trouve incroyable c'est que finalement, si on réfléchit bien, il a signé jusqu'à 2027. Et le deal c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs ça, Vauclair a été très fort. Le deal c'est que s'il partait à Ajoie, ils acceptaient de retirer leur candidature pour ne pas monter en Swiss League. Alors, c'est parti à Holton. Ouais, exact, pardon. Ouais. Ça veut dire que de point de vue éthique, c'est quand même douteux. Et puis, c'est très fort de la part de Vauclair. Et surtout, lui, dans l'histoire, il s'achète une année tranquille, puisqu'il n'aura pas de pression. Il ne va pas se faire virer. Il a un contrat jusqu'à 2027. Donc, à quelque part, vu ce qu'il a fait par rapport à Ajoie, je trouve que je suis contre et je trouve ça pas très cool. Merci Christian Ponty. Je me tourne du côté de Laurent Perroton. Vous m'avez mis pour ok. Alors voilà, vous trouvez finalement que Christian Volven a eu parfaitement raison de déclarer ça. Il a eu parfaitement raison. C'est un rôle que vous jouez. Il a eu parfaitement raison, même si je suis pas d'accord. Non mais il a pour séduire son nouvel auditoire. Hein. Les fans de Holton, ça montre aussi l'amour du maillot, la couleur verte, etc. Accentuer sa personnalité, accentuer sa personnalité sulfureuse. Parce que je vous rappelle que il a quand même, il y a eu un spectacle avec Christian Dubé, il y a eu les gourdes, donc c'est être dans le personnage et le théâtre. Être et paraître. Et surtout là, ce qui me paraît important, c'est régler ses comptes avec son ancien directeur sportif, son président et le board. Et puis, surtout, se dédouaner de son licenciement. J'ai pris un projet sportif, mais on pouvait être soit 14e, soit 13e. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration. Donc voilà. Voilà un petit peu les arguments de Christian Volven pour cette magnifique phrase. Vous avez été un excellent porte-parole, Laurent Perroton. Merci. Merci aussi à vous, Christian Ponty. C'est un exercice qui n'est pas si évident que ça. Hein. Ah non, c'est pas facile du tout. Lorsque vous n'êtes pas du tout lorsque vous n'êtes pas du tout d'accord, est-ce que vous racontez? Vous imaginez le président ou un directeur sportif qui annonce qu'il fait totalement confiance à son coach alors qu'il n'y croit pas du tout. C'est le rôle du président. Ils ont beaucoup d'expérience avec ça. Vous vous rappelez ce qu'a déclaré le directeur sportif de Lugano. Ah oui. Dominique Kelly. C'est mon dernier entraîneur. Ouais. Alors, en fait, si tu lui coupes la tête, tu dois partir aussi. C'est ce que tu as annoncé. Les gens, ils s'en rappellent. Après, on peut quand même rajouter un truc sur ça, c'est hors concours. Hein. Donc, vous avez vu qu'il est quand même très fort parce qu'il a rebondi. Il va sur MySport comme expert. Et il a dit, je m'efforcerai, je serai certainement pas méchant avec les gens, je donnerai mon avis, mais clairement, je serai droit dans mes bottes, parce que sinon, ça serait ennuyeux, je ne serais pas authentique.
Mais je pense que ce serait un bon analyste parce que... Ouais, non, mais alors il connaît très bien le hockey, mais Christian a été contre. Et un argument que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, moi j'ai l'impression qu'il sait que la National League c'est fini aussi. Peut-être. Ouais. Parce que, objectivement, après Davos, après Ajoie, et peut-être que la seule possibilité de remonter en National League en tant qu'entraîneur, c'est avec le club où il est salarié actuellement. Et donc du coup, ça te permet certaines libertés et d'accentuer un peu le personnage. Donc c'était ça un peu surtout, mon il venait avec un gros pedigree dans le monde du junior. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'on lui a donné les clés du camion à Davos pour remplacer Arnaud Delcourteau. Ouais, c'est ça. Et quand tu te plantes là-dessus, c'est dur après derrière. Et puis le problème, c'est qu'il s'est planté aussi à titre personnel. L'histoire des gourdes. Ouais, bien sûr. Non, mais le pire, les gourdes, ça peut arriver, mais c'est avec Dubé. Mais le problème, c'est que ça a été cumulé avec Dubé, etc. Ouais. Donc, en quelque sorte, si Volven veut encore une fois entraîner un jour dans l'élite, il a tout intérêt à monter avec son club. Alors, son club aujourd'hui, c'est Holton, mais justement, il semblerait que dans le deal, eh bien, justement, non, mais c'est pour ça que Holton ne puisse pas monter et comme ça. Oui, mais cette saison. Cette saison. Mais ce qui est incroyable, c'est ça aussi, on pourra en parler un petit peu. Oui. C'est le genre de deal, quand même, franchement. Non, mais Vauclair, il est. Non, mais Vauclair, il est exceptionnel. Mais c'est son job, c'est son job. Incroyable de dire, ok, tu peux partir du côté de Holton, mais par contre, alors le club. Vous retirez votre candidature. Ah là, mais. Non, mais pas de plus vers ça le veut dire maintien du que Volven HCA aussi est gagnant parce qu'il n'a pas de pression cette année. Non, mais c'est celui qui est magnifique, c'est Julien Vauclair. Bien sûr. Il a eu complètement raison. Mais franchement. Mais rappelez-vous, il a déjà fait la même chose avec Chaux-de-Fonds. Il prêtait des joueurs et puis enfin. Ouais. Il n'y a pas eu de finale l'année passée. Voilà, mais il est bon là-dedans, Vauclair. Si l'éthique le permet. Il est là pour défendre son club avec les règles. Ne règles. permet pas, mais c'est fait. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà, merci pour ce premier duel à l'occasion de cette émission 130. On retrouvera ça chaque semaine et on va vous trouver des thématiques qui vont vous plaire, monsieur. Moi, là, je ne bouille pas. Et il n'y a pas de vainqueur. J'ai une gourde, j'ai de l'eau. Attention. Hein. Et on peut lancer des gants, on fait du Volven. Voilà, c'est ça. Vous pouvez lancer les gants. Bien, on va parler maintenant, attention, on va parler du HC Bienne. Oui, messieurs. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christian, mais il a parlé de Neuenschwander, 15 ans, Jonas, qui a joué hier. Incroyable. Hein. 23 points en Elita. Hein. Donc, à 15 ans, c'est exceptionnel. Mais Livio Christen, 19 ans. Niklas Blessing, à 18 ans, vous avez vu les passes qui sortent. Il y a Nonal Catin, qui n'a pas joué hier, mais qui a fait plusieurs matchs, qui a 18 ans. Gaël Christ, qui joue titulaire, qui a 20 ans. Et Jamie Villard, qui a fait aussi une apparition, qui a 18 ans. On a envoyé, parce qu'on a beaucoup parlé de Noah Delémont formé au club, mais Noah Delémont, moi je l'adore, mais il fait un peu la diva là. Il fait un peu la diva, il vient d'Orvin, c'est ça hein le petit enfant d'Orvin, quand vous avez eu une rupture de ligament croisé, que vous avez fait une saison où vous avez bien performé et que vous revenez au niveau, quand vous allez voir le directeur sportif et que vous demandez un contrat, il faut attendre un petit peu et être performant. Et du coup, il n'a pas accepté l'attente, il a été discuté avec l'automne. Et surtout, quand vous voyez ça derrière, je comprends finalement le choix. Donc voilà. Et puis moi, le match que j'ai vu hier, évidemment, il y a ces jeunes-là, c'est super. Il y a évidemment un Rayala qui est encore, chaque année, je me dis, mais c'est quand qu'il va baisser ? Il a toujours autant d'essence dans le moteur et puis le facteur X s'atterrit. J'ai trouvé aussi que Nebuler commence à trouver sa place. Enfin, voilà, malgré les blessures. Parce que hier, on a beaucoup dit, oui, il manque énormément de joueurs à Bienne. Mais le ratio en force dans le contingent, lorsque vous regardez intrinsèquement, individuellement les joueurs, quand vous regardez Bienne, quand vous n'avez pas Kunti, Brunner, Haas, Love, votre meilleur défenseur, enfin ce genre de là, Berchi, le joueur biennois qui est en devenir, ce genre de là, et puis que vous jouez avec ces jeunes-là et que vous gagnez 6-1, c'est qu'il y a un gros travail au niveau du staff technique et il y a un gros travail dans la cohésion d'équipe et au niveau tactique. Et moi j'ai pris un monstre plaisir à les voir jouer hier soir. Ouais, je dirais qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement, tu parlais de Noah Delémont, c'est vrai que c'était le prodige, mais les prodiges, derrière, il y en a qui arrivent. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, leurs jeunes joueurs, ils arrivent à les garder à Bienne, parce que, regardez, dès qu'il y en a un qui est bon, il se tire au Canada ou en Suède, et lui, alors je pense que c'est aussi lié au staff, hein, clairement. Et à Christian Volven. Non mais je déconne, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à Holton. Non, je sais. Mais voilà, moi, ce que je trouve, c'est que, alors, peut-être... Pour parler du cas Noah Delémont, c'est peut-être une bonne chose qu'il parte. Parce qu'effectivement, des fois, que tu vas aller ailleurs, tu ne seras plus le phénomène d'Orvin et tu seras peut-être un gars avec
on va te demander des choses, mais c'est vrai que le problème aussi, c'est que on a l'image de Noah Delémont en play-off incroyable et tout, mais entre-temps, il a eu une grosse casse. Et puis, c'est vrai qu'il avait plein de qualités, mais clairement, son patinage, c'est pas son point fort. Et on sent que pour l'instant, il est encore emprunté. Il manque de vitesse énormément. Voilà, moi, pour ce la que j'ai Ligue. entendu, c'est que le directeur sportif lui a dit, mais écoute, moi, je suis d'accord à discuter, mais d'abord, refais-toi la nouille. Recommence un petit peu à être dans... Et puis c'est vrai. Je ne connaissais pas ça. Non, mais... C'est italien. Ah, c'est italien. C'est ça. Mais en fait, il avait des 6-7 minutes de temps de jeu. Alors, Alors, il avait des 6-7 minutes de temps de jeu, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Hein. Non. Mais le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Bien a quand même un système défensif très pointu et que lui, sa qualité première, c'est l'offensive. C'est pas que, comme dirait quelqu'un... Oui, mais il manque de vitesse, Christian. Non, mais justement, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, comme dirait quelqu'un que je connais, le jeu défensif ne l'intéresse guère. Parfois, c'est vrai, parce qu'il est tellement tourné, c'est le sourire et tout. Donc voilà. Et puis, ce qui est peut-être dur aussi, c'est de voir justement tous ces nouveaux jeunes qui arrivent et qui, eux, ont du temps de jeu parce qu'ils n'ont pas forcément le même profil que lui et sont peut-être plus faciles à mettre dans un système. Et je rajouterais qu'à l'intérieur du club, ils ont une planification de carrière, les jeunes, et dans le processus de développement et l'évolution, ils estiment que ce joueur va pouvoir aller là ou là, et qu'il y a des joueurs qui ont un meilleur processus de développement et plus de qualité que Noah Delémont. C'est pour ça qu'aussi ce choix a été fait, peut-être incompris par les fans, mais très très réfléchi par la direction sportive. Peut-être plus de qualité en l'état, parce qu'effectivement, il doit revenir. Après, moi, ce que j'ai aussi entendu, c'est qu'il y aurait une altercation le matin à l'entraînement, et c'est pour ça qu'il était benché hier. Ok. Donc, voilà. altercation avec À l'entraînement, pendant... une altercation. Voilà. Il a chuté sur le coach. C'est une gourde, c'est quoi. Non. Bref, mais à part ça, il faut quand même préciser une chose, c'est que c'est vrai quand même. As, Brunner, Lowe, non mais Kunti. Brunner, Kunti, on en parle. Un match, 3 matchs. Le pauvre, moi, j'étais au match. Kunti, quand il s'est blessé. Maintenant, Non, mais il revenait de blessure. Mais Brunner était aussi là et il a fait qu'un match. Mais les deux, je pense que c'est des intermittents du spectacle. Les pauvres, ils bossent un match sur 5. Mais ils font pas exprès, évidemment. Hein. Mais ce qui est terrible, c'est que quand ils sont là, ils amènent vraiment un gros plus. Donc là aussi, sacrée conscience pour essayer des gars comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Arrêtez de taper sur la table, je sais que ça vous énerve, mais quand même. Ça m'énerve pas pas, la matérialiser. c'est un constat. Ouais, bah, si vous la Ça casse construisez, la table, dur. vous la démolissez. La table, c'est moi qui l'ai fait. Donc elle est solide. Quel artiste. Un artiste. C'est ça. Bon, donc bien condamné à naviguer. Non, dans mais les eaux. s'il continue comme ça et puis à se développer, surtout en équipe, individuellement et puis en équipe, moi je pense qu'ils peuvent être la surprise du top 6. Ça serait vraiment exceptionnel. Presque chaque année. Non, mais ça serait exceptionnel par rapport à tout ce que j'entends sur la formation. On y reviendra, on a un thème extraordinaire là-dessus. Mais moi, de voir tous ces gamins-là, ça me donne beaucoup de joie en fait. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, comme plein d'équipes, hein, s'ils sont épargnés par les blessures, s'ils s'atterrissent, ça fait beaucoup de si, tout ça. Et puis, non, mais moi, je dis pas s'ils sont épargnés par les blessures parce qu'ils sont pas épargnés justement. Et puis, ils sont quand même bien classés. Donc ils y arrivent. Attention, ils s'en sortent bien sur le moment. Après, est-ce que dans 4-5 matchs, les jeunes, ça c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que là, ils revenaient de 4 défaites. Hein, donc il fait. Ouais, mais en défense, le jeune, j'ai oublié son nom, mais Blessing. Est-ce qu'en début de saison, tu lui aurais dit il va jouer 13-14 minutes par match? Et puis il baisse pas. Hein. Hier, je l'ai regardé, il baisse pas. Donc c'est quand même vraiment un gros travail en amont avec ces jeunes. Ouais, moi je pense aussi qu'il y a un bon travail au niveau du coaching. Ils ont choisi la bonne personne. Messieurs, on va enchaîner et conclure ce deuxième quart-temps, cette deuxième partie d'émission avec Genève Servette. On en a déjà parlé tout à l'heure en débattant un peu sur l'avenir de Yann Cadieux. Restons maintenant focus sur les résultats, sur les alignements, Tiens, j'ai entendu par exemple dans les travées au Vernet, mais pourquoi est-ce que Samiranta ne joue pas plus? Est-ce que c'est un problème que de le laisser un peu trop souvent sur le banc? Alors je voulais y venir parce que sur le banc je voulais y venir. Déjà, Maher en championnat, c'est 90% d'arrêt. Ranta, c'est pratiquement 90 aussi. Mais par contre, en CHL, c'est 85-71 et Ranta, c'est 96-36. Après, le fait d'aligner Ranta, ça t'enlève un étranger de moins, sachant que tu as Lenström qui est blessé. Mais en l'état, Robert Maher, il est aussi
catastrophique que lorsqu'il jouait à Davos la mauvaise période. Ah, c'est pas le bon Maillard. Dès qu'il est... Mais même en Ligue des Champions, Genève gagne 7-4, mais il prend des goals où il fait des arrêts, il est en train de tomber, ça tape l'arrière de sa jambière, ça longe le filet. Enfin voilà, c'est un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment les étrangers. Artikainen, c'est 1,32 par match, Maninen 1,15 et Granlund 1,50. En Ligue des Champions, c'est 1.0, 0,71, 1,25 pour Granlund. Granlund est vraiment exceptionnel au niveau du scoring. Mais il y a Pouliot qui est revenu, qui amène de la profondeur et aussi pour le powerplay. Mais là, les joueurs suisses, il y a Praplan qui s'est un peu réveillé, qui a fait 7 points cette semaine et qu'on a mis dans l'équipe type. Mais voilà, ça reste insuffisant. Et en fait, on a parlé de Cadieux, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des très bonnes phases dans les matchs et des très mauvaises. Et est-ce que c'est dû physiquement? Vous savez que physiquement, il exige beaucoup de choses à l'entraînement. Et si on n'atteint pas les objectifs que Yann fixe, on continue à s'entraîner. Et puis, est-ce que c'est lié au niveau physique, où on est en surcharge d'entraînement, où on est fatigué pour les games, ou est-ce que c'est un problème mental? Mais en tout cas, si on veut lâcher son coach et quand tu perds 4-0 contre Ambry, c'est très facile de le lâcher. Et j'ai vu l'équipe gagner. Donc, voilà, c'est aussi une réponse à tout le monde. Ouais, moi je suis un peu récurrent, j'ai l'impression que... Alors bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont 4 matchs en 6 jours, donc ça aussi ça va changer la donne parce qu'ils sont à 20 matchs. Hein. Donc une fois de plus, on peut dire tout ce qu'on veut, mais n'empêche que revenir de 4-0 après 15 minutes, je veux dire c'est dans le genre de départ compliqué, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ils ont eu les ressources... 8 matchs en 13 jours en tout, avec la Ligue des Champions. 8 matchs en 13 jours, vous vous rendez compte? Alors moi ce que je voulais dire, une fois de plus c'est le même constat, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que les locomotives c'est les étrangers, mais il ne faudrait peut-être pas oublier que cette année, il n'y a pas Noah Rudd. Et c'est quelqu'un qui donnait des pieds au cul à l'équipe quand ça ne tournait pas. Et quelque part, son caractère, pour moi, il manque. Et puis c'était le maillon fort du coach. Exact. Il est très complémentaire, ils s'entendaient très bien, ils ne se sont jamais cachés. Après, moi, j'ai envie de dire, un Lecoultre ou un Chanton, pour moi, la progression, elle est pas linéaire. J'ai pas fait un gros step. Souvent, Lecoultre, il faisait des gros débuts de saison. Cette année, on n'a pas vu ça. C'est un exemple parmi d'autres. Et je trouve que c'est vrai, alors, avec le système des étrangers, où spécialement à Genève, ils jouent quasiment tous les powerplays. Hein. Donc du coup, ça déséquilibre. Et, rappelez-vous, il y a un sondage qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, avec l'impact des étrangers dans le championnat suisse par rapport aux buteurs. Ça devient vraiment très alarmant. Et Genève, c'est un bon exemple. Et en Ligue des Champions, c'est encore pire. Exact. On en a parlé, mais du coup, ça accentue la frustration des joueurs suisses. Ouais, exact. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les Suisses se réveillent. Les Suisses se réveillent. La profondeur, et c'est vrai que pour moi, ça manque de caractère. C'est pour ça que je parle souvent de Noah. Et peut-être que lui doit aussi être bien triste là au milieu, parce que voir ses potes comme ça ne doit pas être facile à vivre. Et si tu fais un comparatif entre Lausanne et Genève et tu parles des joueurs suisses, Ria, Rochette par exemple, qui mettent beaucoup de points. Exact. On n'a pas la même chose. Il y a des bons étrangers à Lausanne. Le même ratio à Fribourg. Voilà, c'est ce qui manque aussi dans certaines équipes. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, même si ça n'est pas... Enfin, est-ce que finalement la défense du titre de champion d'Europe est un objectif qui aujourd'hui pourrait un petit peu altérer les qualités nécessaires pour pouvoir jouer les premiers rôles encore en championnat suisse? Parce que franchement, aujourd'hui, connaissant, et on l'a vu avec Genève Servette notamment l'année où ils sont devenus champions, et puis l'année suivante lorsqu'ils sont devenus champions d'Europe, pour les grands événements, ils sont là. Ils sont là. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, moi, franchement, je vois volontiers Genève Servette aller au bout, encore une fois. Mais ça va dépendre du quart final. Ça va dépendre du quart final. Mais moi, pour moi, il se joue en demi, si jamais les deux passent. C'est ça. Mais pour moi, l'objectif numéro 1, c'est d'être en play-off. Ah oui, c'est ça le plus important. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas la Coupe d'Europe. Mais par contre, ça va dépendre du quart. Si en quart, tu arrives à passer, après, s'ils peuvent le faire, et puis que tu es dans le carré final, là, tu dois le jouer à fond. Tu dois le jouer à fond, c'est 3 matchs. Ils ont vécu tellement d'émotions en 2 ans que finalement, les émotions les plus proches qui sont celles. Mais quand tu arrives en demi, c'est 3 matchs. Avec la finale sur un match. Donc,
Voilà, là, t'as plus rien à perdre. 3 matchs de plus dans une saison, ça peut se diluer. Puis on parle aussi des gens qui assument pas. Vatanen et qui est assez discretant. D'ailleurs, il a annoncé son départ aussi. Hein. Aussi, ça fait un peu fin de cycle. Ouais, mais là, c'était important. Ouais, mais bien sûr. Faut changer là. Je suis d'accord. Mais c'est juste pour dire, c'est des gens qui ont été responsables du succès et quelque part maintenant, ça change. Messieurs, merci. C'est ainsi qu'on conclut ce deuxième tiers-temps. On va se retrouver, bien entendu, d'ici quelques instants pour la suite. Nous allons parler de Fribourg, nous allons parler du Lausanne Hockey Club. Et puis, il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Donc, on passera directement aux rondelles. Et ça, c'est la spécialité de la NHL. Signé Christian Ponty. On se retrouve tout de suite. Vous êtes bien sur planètehockey.com et dans le premier bloc numéro 130. A tout de suite. De retour sur le plateau de notre premier bloc, émission numéro 130. Vous êtes sur planètehockey.com également. Et merci encore une fois de nous rejoindre. Si vous prenez l'émission en cours, eh bien, sachez que nous avons déjà parlé d'Ajoie, nous avons déjà parlé de Bienne, de Genève. Nous avons déjà débattu sur 2 grosses thématiques. Mais il y a 2 clubs que nous n'avons pas encore évoqués et qui vont nous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette émission. C'est Fribourg et c'est le Lausanne Hockey Club. Ensuite, il y aura encore quelques rondelles. Voilà pour le menu, le sommaire de cette 3e partie. Ben, messieurs, on y va. Fribourg. Ouais, quoi dire? Et on ne parle plus de Patémon. Parce que finalement, il peut arriver n'importe quoi à Fribourg, ça ne bougera pas. Bah, je pense pas, vu la communication du directeur sportif, du board, et puis surtout les transferts qui sont effectués. On prépare l'année prochaine, mais c'est un vrai problème. Hein. Finalement, quand on regarde brut comme ça, cette semaine, c'est éliminé en Ligue des Champions. C'était un objectif quand même de passer quelques tours. C'est perdu contre Lausanne, et finalement, c'est un bon match, sévère. Hein, quand on regarde un petit peu les statistiques avancées, vous savez que vous pouvez calculer avec la... Non, mais statistiques avancées. Je les regarde, mais ça me donne pas un avis. Ça me donne l'idée d'un duel. Mais ça c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Laurent Perraton devra défendre les statistiques. Oh là là, bah alors ça, moi je prends mon sac et je m'en vais là. Bon, donc, non, mais disons que en fait que vous avec l'intelligence artificielle, hein, j'ai accès à Code et puis vous avez tous les matchs de différentes ligues, différents championnats, donc c'est super intéressant. Mais finalement, ça disait qu'aux alentours de 83% victoire pour Fribourg par rapport à tous les éléments, 17. Mais c'est vrai que c'est surtout pour moi dans ce match-là. L'efficacité de Sorensen, le breakaway à la fin du tiers, ça change complètement le match, et ça c'est des choses qui, là où ils doivent travailler, c'est de tuer les matchs. Après le lendemain ils vont jouer à Ambry, et là on retrouve Chris Di Domenico qui te met 3 points et tu perds le match en Ambry alors que l'équipe avait perdu une dizaine de matchs d'affilée. Ça reste compliqué. On a fait venir Linden Vey. On voit qu'on prend des jeunes joueurs, on prend des gros transferts au niveau des étrangers. Mais finalement... Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, et puis ça va être de mieux en mieux. Mais le problème, c'est que moi, je comprends toujours pas le line-up. Je ne comprends pas comment cette équipe est gérée. Je ne comprends pas pourquoi ce qui me dérange, c'est la cohérence dans la ligne sportive sur les objectifs individuels et collectifs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous prenez Radgeb, il est clair que lorsque tu prends Radgeb, c'est clair que ce n'est pas une assurance tout risque. Actuellement. Mais même défensivement, ce n'est pas une assurance tout risque. Mais il faut absolument trouver ce qui a fait Ajoie, des duos. Et un joueur comme ça, est-ce que tu peux t'en passer? Diaz, tu as annoncé que Diaz et Gunderson, tu ne le re-signais pas. Si tu ne re-signes pas Diaz, c'est que Radgeb, tu veux en faire quelque chose quand même. Non, mais il y a Gloser qui arrive aussi. Non, mais il y a Gloser, mais je veux dire, des joueurs suisses comme ça. Non, mais Radgeb, excusez-moi, mais Radgeb, c'est ce qu'on va appeler une mauvaise passe. Parce que théoriquement, le gars, il est dans le top 4. Oui, il est dans le top 4, mais surtout, on le fait pas remonter. Puis surtout, est-ce qu'on lui trouve un élément capable de masquer ses carences défensives?
Voilà, on le met en tribune, on le fait pas jouer, on lui donne très peu. Puis dès qu'on le relance un peu, il a quand même marqué des goals. Donc voilà, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La gestion de Motet, la gestion des line-up, la gestion des postes. Schmid, je suis désolé, mais pour le hockey suisse, c'est important, comme Lausanne a fait avec Jaguer, de le développer et dans son poste de prédilection au centre. Je me permets de vous reprendre au bon. Vous parlez de Kylian Motet. On a l'impression que tout le monde se focalise un peu sur ce pauvre Kylian Motet. Non, mais pourquoi? Qui fait ce qu'il peut. Il marque pas. Mais est-ce que par exemple, à l'image de ce qui s'était passé avec Kellins, par exemple Lausanne qui l'avait envoyé en Ligue inférieure, est-ce que ça ferait pas du bien à Motet d'aller reprendre un peu confiance en non, Swiss League? je crois pas. Et puis c'est pas le même type de contrat. Ouais, c'est pas la même philosophie. On veut c'est pas. pas le même type de comportement. Parce que Motet, c'est quelqu'un qui essaie de faire quelque chose pour que ça change. Mais peut-être pour ouais, le mais réhabituer ouais, mais est-ce que vous le mettez pas complètement en bas en l'envoyant en dessous? C'est peut-être pire, exactement. C'est peut-être pire. Discussion avec lui et lui faire comprendre que c'est pour son bien. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des vraies discussions? Moi, quand je lis les interviews de Patémon où il explique s'il veut jouer, il faut qu'il marque. Moi, je suis désolé. S'il veut jouer, il faut qu'il marque. Mais est-ce que mentalement, physiquement, structurellement, l'amalgame entre les joueurs, tu le mets dans les meilleures conditions? Voilà, c'est une question. Disons les choses franchement, messieurs. Ah bon, parce qu'on ne dit pas les choses franchement d'habitude. Ouais, aussi, mais encore plus franchement, parce que là on est un peu dans le demi-mot et je l'avais déjà ressenti lors de notre précédente émission. Nous aimons bien Patémon, on est d'accord. Ah mais oui, mais moi, mais ça fait 2-3 émissions que vous êtes en train de le pointer du doigt en disant l'alignement on comprend pas ici et ça. Non mais pourquoi je le pointe du doigt? Non mais l'alignement c'est un staff qui discute aussi ensemble. Il n'y a pas que lui. Il y a un patron. Il y a un patron, mais à un moment donné, tes assistants, quand tu crées un staff, tu dois connaître tes défauts et tes carences. Et c'est ces gens-là qui doivent t'amener si dans la gestion, dans le line-up, t'es peut-être pas très performant ou t'oses pas décider des choses, tes assistants peuvent t'aider. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et en fait, là, vous êtes en train de dire que Rosa et Saro. Non, mais Rosa, je trouve que c'est un excellent coach, un excellent entraîneur. Donc, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que. Tu parleras pas de Saro. Non, mais non, je parlerai pas de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous voulez gagner des matchs et avoir avec le budget qu'il y a à Fribourg, etc., il faut 2 grosses lignes, une checking line et un bloc qui repose les autres. Est-ce que dans la cohérence tactique par rapport à cela, et le line-up qui est effectué, est-ce que c'est le cas? Non. Non. Ouais. Alors, moi je parle de matériel en parlant de joueurs. Par exemple, typiquement, Radgeb, maintenant on reparle de ses 40 défensifs. Il ne faut pas oublier qu'à Bienne, défensivement, il jouait très bien. Moi je trouve que. Non, mais je suis pas d'accord, mais. Non, moi je trouve qu'il s'était beaucoup amélioré. Mais en tout cas, on retourne dans les carences de début de sa carrière où effectivement il paraît mal. Après, Motet c'est un bon exemple. Marty Kainen, il l'a mis en attaque quand même. Oui, ouais, peut-être. Je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, en tout cas, défensivement, il s'était durci. Je parle pas d'Artikainen, je parle de l'année d'avant. Franchement, il était solide, je trouvais, derrière. Mais oui, mais solide, je suis d'accord. Des gros checks, mais dans le jeu tactique, de jouer un 2 contre 1 ou d'aller offensivement quand il faut être défensif. C'est un gars qui aime jouer offensif. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Le jeu défensif ne l'intéresse guère. Mais n'empêche qu'il a fait des gros progrès. Par contre, moi, ce que je parle en termes de matériel, moi, ça m'interpelle. On parle de Motet qui est en crise de confiance et qui ne marque pas. Ok, mais Motet, sur un powerplay, tu ne dois pas le mettre en bumper. C'est un one-timer, c'est un shooter. C'est comme si tu mets Ria devant l'ego, ça fait pas de sens. Mais c'est surtout un shooter qui rentre en vitesse et qui a besoin du temps et d'espace. Et qui avait fait ses preuves à ce moment. Ouais. Donc pour moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'il utilise la contre-nature. Il dit ouais, t'as du temps de jeu, mais voilà. Vous êtes encore en train. Moi, j'en parle. Mais je parle de ça. Justement, vous êtes de nouveau en train de le pointer du doigt, quoi. Non, mais moi je le pointe pas du doigt parce que finalement. En train de dire, si Fribourg est dans cette situation, non, moi ce que je dis, c'est que comme ça, et si Fribourg ne marque pas, c'est la faute des bons. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Moi ce que je dis clairement, c'est que Dubé avec le même matériel a fait mieux. Donc il y a quand même quelque chose qui dérange et qui va moins bien. C'est clair. Simplement. C'est clair. Parce que c'était le même matériel. Et il y a des gars. En moins bien. Voilà, exact. Et peut-être que la méthode douce avec certains, elle est peut-être pas adaptée, j'en sais rien. On ne va pas revenir sur le fait qu'on aurait dû terminer cette saison avec Cadieux, avec Dubé, et avec Bikov dans le vestiaire qui ferait un bien énorme, ça c'est certain. Mais ça maintenant, un tempi passati, comme on dit, c'est du temps passé, il va falloir faire juste rajouter que ce soir, ça va à Genève.
Attention, quand tu mènes 4-0 à Genève, faut faire gaffe quand même. Après, ça reçoit Zug et ça va à Lugano avec Luca ou pas à la bande. Donc peut-être les bruits qui me viennent un peu du Tessin. Au moment où, parce qu'on est pas en direct, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est vrai que les bruits se font de plus en plus insistants. Voilà, deux journalistes dans les minutes qui suivent. Ouais, deux journalistes confirment un petit peu en disant qu'il est possible qu'il y ait un changement de coach, mais ça, comme je le dis, hein, c'est vraiment la présidente qui va décider. Mais si c'est le cas, ça ferait un match sympa samedi soir. Lugano, avec si Dubé est engagé à Lugano. Lugano-Fribourg, ça serait quand même un match intéressant à voir. Et imaginez les derbys tessinois avec Guido, Ambry et Dubé. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de passer un coup de fil à Christian Dubé pour voir comment il va. Mais bon. Aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'il il va vous répondre, il va dire pronto. Ouais. Non, mais il est journaliste, il a une rubrique. Oui, absolument. Bon, messieurs, ça c'était pour Fribourg. Il faut marquer des buts, quoi. Hein, voilà. Marquer des buts, et tout ira beaucoup mieux. Voilà. Mais c'est mieux dans le jeu. Il faut être très dur, parce que c'est quand même beaucoup mieux dans le jeu. Contre Lausanne, il mérite de gagner. Après, Ambry, début de match, c'est pas mal. Et puis après, d'un coup, ça craque. C'est pareil, ça craque par moment. C'est complètement, paradoxal et c'est lié à la tête. Avec Genève, c'est qu'à Genève, les étrangers marquent. À Fribourg, même maintenant, les étrangers marquent moins. Moins. Mais ça marque moins aussi, mais je sais pas, je veux dire, tu as Lindenwey qui arrive et qui est un monstre physique et qui a besoin de temps de jeu. Ok, il est centre, mais Delarose à l'aile en National League avec un rôle physique. Tu crois pas qu'il va faire du grabuge ? Et tu mets un Berthier avec. C'est pour ça d'utiliser déjà un compte nature. Tu mets un Berthier avec. Lindenwey, c'est un gars qui va où ça fait mal, comme on dit. Mais oui, mais t'as besoin de gars comme ça. Mais tu vois, dans le sens de la robustesse, regardez Nemes, tout ce qu'ils engagent, ils veulent se durcir. C'est ça. Je pense bon, voilà pour Fribourg. On va passer maintenant au Lausanne Hockey Club. Alors, il a fallu attendre que Lausanne devienne leader du championnat pour les voir péricliter un tout petit peu quand même, non ? Comme toutes les équipes, ils ont énormément de blessés, puis des joueurs majeurs. Moi, j'ai donné mon coup de gueule sur la CHL, et puis ça m'a vraiment embêté parce que j'étais toujours en train de faire des compliments sur cette équipe. Et puis, ce côté de caractère, on a vu durant les séries en play-off l'année dernière, mais finalement, si on analyse la situation, moi j'ai quand même une petite inquiétude. C'est une équipe qui joue très très bien au hockey, mais quand ça va se durcir et que ça va se resserrer, moi je ne sais pas si Raffel va pouvoir revenir au jeu un jour. Je vois que Almon est parti, je vois que Kainin a été transféré à Berne. Je vois que Pilot est out pour la saison. Je vois que Juice, qui défensivement n'était pas une garantie, mais en powerplay était exceptionnel, n'est plus là. Remplacé par Barreuter et Skleninska, et je trouve que le deal, la comparaison, elle est pas possible. Elle n'est pas possible. Et en fait, c'est là-dessus où tout le monde. Le gros problème de tous les noms que vous donnez, c'est Pilot, quoi. Ouais, non mais je vais plus loin dans l'analyse, c'est que tout le monde dit oui, on a beaucoup de blessés, mais on gagne. Mais tu gagnes comment ? Là, il y a tous les maillots de tous les clubs romans. On adore le hockey roman. Mais moi, je suis pour les 5 clubs romans. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le contenu. Et le contenu, à Fribourg, il n'est pas bon. C'est sur la fin, on commence à... Et puis en boxe, mais c'est insuffisant. Hier, à Bienne, c'est pas bon. Lorsqu'on craque, c'est des tôles monumentales. Donc, c'est là-dessus où je me dis que est-ce qu'on a assez de joueurs de caractère capables, dans les moments décisifs, de faire la différence. Donc, le contenu à l'heure actuelle, contre Langnau est venu avec une équipe de Ligue B, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je me suis vraiment ennuyé. Et quand j'ai vu cette équipe jouer certains matchs, c'était tellement agréable. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une baisse mentale, physique, ok. Mais à partir de janvier, là, quand tout le monde va revenir en santé, on va voir où ils en sont. Et surtout, voir s'il y a des joueurs qui vont prendre le lead au niveau physique pour aller, comme l'année dernière, au 7e match en finale. Je vais vous écouter, Christian, dans un instant, mais même si ce n'était pas dans l'élite, vous avez été à la tête d'équipes qui étaient en tête du championnat. Est-ce que ça peut engendrer une certaine lassitude d'être en tête ? C'est terrible. C'est terrible. Ils n'ont pas été super longtemps en tête. Non, mais dans les mieux classés, mais ça. Mais c'est les premiers rôles. Depuis 2 ans, ils jouent les premiers rôles. C'est un combat. C'est un combat au quotidien.
C'est la nature humaine. La nature humaine qui prend le dessus tout le temps. C'est-à-dire que tu sais que t'es premier, tu joues super bien, tu as joué les trois favoris du championnat, tu les as gagnés en étant picobello, tu joues contre le dernier, tu vas peut-être perdre le match parce que mentalement, les gars, ils sont pas prêts. Et même si c'est des professionnels, ça c'est vraiment très très compliqué. Alors là, en National League, il y a d'autres aspects, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que la National League, c'est un championnat à 2 vitesses, et je ne parle pas des équipes, je parle de comment il est constitué. La saison régulière et les playoffs, faites des superpositions de matchs avec 2 adversaires identiques qui se rencontrent en saison régulière au mois de novembre, et c'est dans tous les championnats comme ça. Mais là, chez nous, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça joue absolument pas physique, mais vraiment pas. Y a, des fois, tu peux jouer un match sans épaulière, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de check. Et puis c'est vraiment stick and puck, c'est vraiment tranquille. En playoff, quand on a vu la série finale Zurich, j'étais au match 7, j'étais contre la bande, les impacts, c'était énorme, hein. Ça jouait vraiment très très dur. Et c'est là-dessus où je pense que Lausanne et je pense que Ward est très intelligent avec son staff pour réfléchir à se dire, est-ce qu'on est une équipe de play-off pour l'instant ou pas? Est-ce que, peut-être qu'on ne sait pas, hein, on les sent fatigués, moins concernés, mais est-ce qu'ils ont un travail de fond qu'on ne connaît pas? Est-ce que physiologiquement on fait des choses? Je sais qu'individuellement on a travaillé beaucoup avec le haut du corps, par exemple c'est Théo Rochette. Est-ce qu'il y a une incidence par rapport à ses blessures parce qu'il prend du poids, il se développe, ça fait partie du processus? Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais moi ce que je vois à Brut aujourd'hui, c'est que dans le contenu, en septembre-octobre, à chaque fois que je devais choisir un match, je regardais Lausanne, parce que j'adorais le contenu tactique, puis l'amalgame entre les trios et les duos. Et puis pour finir, Gloser blessé, et là, c'est un des facteurs X. Avec Pilot absent, Gloser quand il n'est pas là, hier, ça s'est vu, mais c'était hallucinant. Donc c'est vrai que la défense lausannoise, l'arrière lausannoise qui était la meilleure. Oui, mais même l'année dernière, ouais, c'était la meilleure pour moi. C'est loin, d'accord. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que hier, en début de match, ils étaient dedans. C'est le 3-1 qui les a tués, vraiment. Par contre, c'est vrai que quand on met une spirale de réussite, parce qu'on parle toujours de spirale négative, mais avant la pause à Champions League, il a donné une semaine à congé à ses joueurs et ça a un peu cassé cette spirale. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se sont loupés avec la Champions League et derrière, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais retrouvé cette vitesse de croisière qu'ils avaient acquis avant ces vacances. Alors, il a donné des vacances aux gars. Il y avait une raison. Hein. Est-ce que ça va pour plus tard? C'est ça, bien sûr. Vous pensez que le 0,5 à la maison? Oui, moi je pense qu'il y a un réel problème de rythme. Mais moi surtout, ça, pour moi, c'est de la gestion. Ça veut dire que tu sais que les gars, ils sont très intenses. Et je pense que c'est de la gestion mentale. Allez, vous changez les idées. Ça, quelque part, mais Christian, c'est de la gestion. Le récupérer. Non, mais c'est de la gestion, tu as raison. Mais tu as un 8e de finale de Ligue des Champions, tu as fini 3e. Mais alors ça, je suis alors c'est quoi le... Non, je dis que c'était un risque. Ouais, okay. Effectivement, ça s'est retourné contre lui. Est-ce que quand tes gros joueurs, le style Raphaël et tout, ils sont au rendez-vous, ils auraient peut-être pu changer ce mindset? J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que si on regarde bien, depuis ce moment-là, ils n'ont pas retrouvé cette régularité. Et puis en même temps, avec cette notion du spectacle qui allait avec. Là maintenant, ils sont plus en courant intermittent. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs de séquences. Par moment, c'est un, par moment, c'est l'autre. Oui, mais ils arrivent pas. On n'a pas parlé des gardiens. Moi, j'ai beaucoup entendu sur les commentaires, oui, il y a une baisse de niveau des gardiens. Mais ça, c'était prévisible. Non, mais c'était prévisible, voilà. Mais quand il y a une baisse des niveaux des gardiens, quand tu vas jouer le match retour à Genève et que tu regardes la feuille de stats avec tes 2 gardiens qui n'ont pas été performants par rapport à leur qualité, mais que c'est 22 shoots bloqués du côté de Genève et 7 du côté de Lausanne. Est-ce que, dans la tête, est-ce que tu es une équipe de guerriers, surtout dans les matchs coup près, jouer pour ton gardien, et quand ton gardien va moins bien, quand il t'a sauvé des matchs au mois de septembre, il a gagné combien de matchs on oublie, c'est un gamin, Pache. Mais c'est ça. Il est numéro 7. Oui, mais du coup l'équipe, c'est là où je veux en venir, c'est que quand ton numéro 1, qui est très talentueux mais qui est jeune, a des baisses de performance, est-ce que tu ne dois pas être une équipe de play-off et rien donner? Et rien donner. À Bienne, hier, je veux dire, il suffisait d'être très bon défensivement et tu pouvais peut-être passer. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis bon, après, il y a aussi le fait que, comme on dit, avec le temps, il y a de la vidéo, les gens, maintenant, regardez systématiquement, ça tire, ça bombarde sous les épaules, Pache, tout le monde sait, hein, mais ça veut dire que lui, avec ce système de jeu, avec sa petite taille, il a un jeu très physique qui est usant. Et en fait, je pense que maintenant, avec le temps, on se rend compte que Keller, c'est un backup, mais il n'est pas aussi performant, clairement. J'ai un sujet pour vous sur le débat.
qui me vient comme ça. Il a parlé de la vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose que les joueurs soient tout le temps en train, entre chaque chiffre, de regarder l'iPad, pas regarder le match et leur coéquipier? Ça, c'est un truc, c'est un truc qui me questionne parce que moi, j'ai beaucoup appris en regardant les autres. Donc voilà. Vous n'avez pas vu la vidéo qui circule en NHL? Pardon? Vous avez vu là? Il parle de ça. Il y a un gars qui est sur le banc en NHL, puis en fait, il y a une photo qui est prise de dessus. En fait, le gars, il est en train de jouer aux jeux vidéo sur le banc. Mais pas, c'est des gamins, c'est des gamins. On va considérer, merci messieurs, on va considérer que c'est la première rondelle de cette émission. On arrive gentiment au bout d'ailleurs de ce numéro 130. Donc c'est à vous, Christian Ponty, de nous faire part d'une certaine actualité. Ouais. Alors, je vais la faire très courte parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bah déjà, il a mis une chemise du pays de lequel il va parler. Hein. Il a mis une chemise du bûcheron un peu, style bûcheron. Lumberjack, ouais. J'ai aucun lien de famille avec Daniel Rossler. Alors, non, mais d'ailleurs, qui est un grand fan de hockey et qui a une maison au Québec. Absolument, et qu'on salue aussi parce qu'il nous écoute. Ouais. Laurent le connaît bien. Il pourra nous voir. Pas un fan de Paléo. Si. Non, mais il a été élu personnage de la côte devant Daniel. Ah oui, c'est juste. Ouais. Ouais. Et moi, il m'avait marqué par une phrase qu'il avait dite. Il avait dit je me déplace pas pour être deuxième. Ouais. J'avais apprécié, j'avais vraiment apprécié. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas fait long l'apéro près. Les rondelles. Ouais, les rondelles. Alors, bon, déjà, première chose, ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde a peut-être pu se rendre compte que Nico Hischier a fait son premier hat-trick de l'histoire depuis qu'il joue en NHL. Il a eu la bonne idée de le faire contre Nashville, c'est-à-dire l'équipe Ayosi. Bon, sans rancune, mais en même temps, c'est juste pour dire à quel point en ce moment Nico Hischier, il touche à son prime. Et puis à quel point on peut commencer à planifier Ayosi au prochain championnat du monde. Voilà, bon, ça c'est peut-être la bonne nouvelle. Ouais, c'est peut-être la seule bonne nouvelle d'ailleurs. Ouais. Mais tout ça pour dire que Nico, il fait vraiment une bonne saison, mais comme son équipe d'ailleurs, il continue sur la même lancée. Et alors, toujours dans le même match, j'ai trouvé ça intéressant, Timo Meier a eu la bonne idée de faire un énorme cross-check à la bouche. Sur qui? Je sais pas. J'en ai parlé il y a ça. Oui, c'est juste. Sur Zachary L'Heureux. Ah ouais, alors, en l'occurrence, c'est le malheureux aujourd'hui. Ouais. Et il s'en est pris plein la bouche. Et il s'est pris une amende de 45 000 $. Alors, c'est ça que j'allais dire. C'est pas les mêmes tarifs. Hein. Un match, un match, mais 45 000 $. Une bagnole. C'est au prorata. C'est au prorata et il gagne 8,5 millions. Une bûche pour Laurent Perroton comme vous, qui vous garez chaque fois mal devant la Vaudoise Arena. Nous, ça fait pas mal. Vous imaginez 45 000 $ de bûche. Non, mais ça pour dire que, voilà, je voulais vous annoncer que par rapport aux rondelles, ce que je trouve qui serait intéressant, parce qu'on arrive au premier quart, c'est-à-dire à 20 matchs, puis c'est 80 matchs. Donc je vous propose pour la prochaine fois de faire un résumé de toutes les équipes suisses et surtout des tendances. De tous les joueurs suisses qui jouent en NHL. Voilà, exactement. Des tendances par club et aussi par rapport aussi aux équipes favorites. Typiquement, Nashville était une des équipes prétendantes, c'est la cata, hein, ça marche. Il va être plus cerné, hein. Il va regarder les matchs toutes les nuits là. Boston, ils ont limogé leur entraîneur. Vous avez vu qu'il s'est fait engager directement en Blues. Donc ça veut dire qu'il n'était pas si nul que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est quand même paradoxal, la saison passée, il avait battu le record de points, 130 points. Et il a été limogé, comme quoi il n'y a pas de gratitude dans le milieu du hockey, c'est connu. Ouais. Alors suite au la gratitude dans le milieu du hockey, vous allez dans le monde actuel, de toute manière. C'est ça. Bon, on a dit ce qu'il fallait dire cette semaine. Exactement. On va se donner rendez-vous encore une fois en radio mercredi prochain. Exactement. Et puis avec l'image ailleurs peut-être, on verra. Hein, si vous avez été sage, le Papa Noël. Si le Papa Noël passe, peut-être qu'on se reverra ailleurs. En tout cas, merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais que le hockey sur place, c'est mieux. Même beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. On va vous laisser votre slogan habituel. Ouais. Il est un peu... Il va falloir... voilà. Ouais, Gérard Roll, ça fait toute sa vie avec Vive le vélo. Alors. Ouais, c'est vrai. Bon, alors vive le hockey. Vive le hockey roman, puisqu'on est roman. Merci messieurs. Bye bye. C'était Laurent Perroton, c'était Christian Ponty, Philippe Ducarreau à votre service. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.